Pardon. Bonjour. Alors, je vais répondre à certaines questions sur l'addiction au jeu, mais je vais commencer par vous poser une question. Qui parmi vous se considère comme étant quelqu'un de rationnel? Vous pouvez lever la main? Bon, très bien, merci. Alors, je suis désolée, je vais devoir vous annoncer qu'en fait, on est tous irrationnels. Nous sommes tous irrationnels. Déjà, on est des humains, on n'est pas des ordinateurs, et donc nous sommes tous irrationnels dans certaines situations, et en particulier les situations sur lesquelles nous n'avons pas de contrôle. Donc, dans les situations où nous n'avons pas de contrôle, on va tendre donc, à penser de façon irrationnelle, c'est-à-dire à établir des liens là où il n'y en a pas, à projeter un contrôle là où on n'en a pas. Qui parmi vous ne s'est jamais dit, quand il a vu le feu passer au vert sur son passage, « Ah super, je vais passer une bonne journée ». Qui parmi vous n'a pas fait attention à marcher dans la rue sur un certain type de pavé pour une raison qui vous échappe, mais vous le faites quand même? Donc, comme je le disais, dans toute situation où on n'a pas de contrôle, nous allons avoir tendance à essayer de projeter le contrôle que nous avons habituellement là où il n'y en a pas. Vous vous en doutez, les jeux de hasard et d'argent constituent un cadre idéal pour ça. Donc, dans ces situations, par nature, nous n'avons qu'un contrôle partiel, voire même une absence totale de contrôle sur la situation dans laquelle nous sommes engagés, donc la situation de jeu. Et donc, nous allons projeter le contrôle en essayant d'influencer l'issue du jeu, quand bien même nous ne le pouvons pas. Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est un mot un peu barbare, mais c'est ce qu'on appelle des distorsions cognitives ou des fausses croyances. Et donc, ces fausses croyances, elles sont inhérentes à toute situation de hasard, donc en particulier les jeux de hasard et d'argent, chez tout le monde. Les joueurs excessifs comme le joueur occasionnel lambda qui participe à une activité de jeu de hasard et d'argent. Donc, qu'est-ce qui différencie un joueur excessif d'un joueur occasionnel en termes de fausses croyances? Pas grand-chose. La différence, elle n'est pas quantitative, elle n'est pas qualitative, pardon, elle est quantitative. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que les joueurs excessifs, ils se distinguent surtout par le fait d'avoir un nombre élevé de fausses croyances. Et on sait que ces fausses croyances, elles participent au maintien, au développement et au maintien de pratiques de jeu excessives, puisque, je vais vous en expliquer quelques-unes, elles donnent aux joueurs l'illusion de contrôler et peut-être de pouvoir par la suite gagner. Donc la fausse croyance la plus répandue chez les joueurs, c'est ce qu'on appelle l'illusion de contrôle, c'est-à-dire penser qu'on a un contrôle plus élevé qu'on l'a en réalité dans une situation. L'exemple le plus simple qu'on rencontre souvent chez les joueurs, c'est d'avoir un accessoire fétiche, un t-shirt fétiche ou un gris-gris, quelque chose qu'on emmène avec soi pour jouer et dont on pense qu'il va nous porter chance. Et bien sûr, qu'on n'aura pas de chance si on ne l'a pas avec nous. Ça nous permet d'expliquer pourquoi on gagne, pourquoi on perd de façon relativement irrationnelle. Alors, je n'ai pas encore défini mon sujet. Je suis venue vous parler de l'addiction au jeu. Alors, je sais que vous savez tous ce que c'est que l'addiction. En général, on parle d'addiction plutôt en ce qui concerne les substances, l'alcool, le tabac, etc. Donc, quand on parle de substances, la notion d'addiction, elle ne pose pas de problème. Quand on parle de comportement, c'est peut-être plus compliqué intellectuellement à comprendre de se dire que l'être humain peut être accro à un comportement, ne pas pouvoir se passer d'un comportement. Et pourtant, c'est le cas, et c'est ce que je suis venue vous expliquer aujourd'hui, que certaines personnes vont développer des difficultés avec certains comportements et donc ne plus avoir de grosses difficultés à s'en passer. Donc c'est le cas du jeu, mais c'est le cas aussi d'autres comportements, ce qu'on appelle les addictions comportementales. Donc, dans le cadre du jeu, donc le jeu c'est une vraie addiction. En quoi se caractérise cette addiction? Par la perte de contrôle, c'est essentiel, c'est-à-dire que la personne qui a une addiction au jeu ne peut pas s'empêcher de jouer. Malgré sa volonté de ne pas jouer, elle va être dans l'incapacité de ne pas le faire. L'addict est celui qui a perdu la liberté de s'abstenir. Donc il y a la perte de contrôle, il y a les conséquences. Alors quand on parle de jeu, la première conséquence qui nous vient très spontanément à l'esprit, c'est la perte d'argent. La perte d'argent, les conséquences financières, les dettes, etc. Sauf que le jeu, ce n'est pas juste la perte d'argent, c'est aussi tout un ensemble de conséquences négatives qui peuvent être familiales, professionnelles, conjugales,
elles sont très très multiples. Et parfois même, le jeu est pas du tout, l'argent n'est pas forcément au premier plan, ça peut être d'autres choses. Donc, première question, pourquoi on devient addict au jeu ? Tout simplement parce que le jeu va chez le joueur remplir une fonction. C'est-à-dire que pour certains, ça va être une fonction de régulation de l'humeur. Certains vont aller jouer et retourner jouer parce qu'ils se sentent déprimés, parce qu'ils se sentent anxieux, parce que leur quotidien les ennuie ou les angoisse. Et donc le jeu est un espace de déconnexion. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément un problème en soi. Le jeu est un espace de déconnexion qui est nécessaire, qui offre une fonction ludique et parfois, souvent même sociale. Donc une fonction dont on a tous besoin. Alors, chez certains, ça va prendre un aspect excessif. Et donc, le jeu va devenir le seul moyen, finalement, de réguler l'humeur. Le problème, c'est que le jeu, à son tour, va occasionner des troubles de l'humeur, puisque quand le sujet perd, il va se sentir triste. Et donc, potentiellement, retourner jouer pour venir combler contrebalancer cette tristesse. Donc première fonction, une fonction de régulation des humeurs, mais aussi pour beaucoup et de plus en plus, le jeu va permettre de ressentir des sensations fortes, ce qui nous fait parfois un peu défaut dans notre vie quotidienne, qui est parfois un peu ennuyeuse, métro, boulot, dodo, etc. Et donc on est parfois, pour certains, en manque de sensations, de stimulation. Et donc le jeu va permettre de ressentir des sensations qui sont à la fois fortes, nouvelles, excitantes. C'est le joueur qui vous dit moi j'ai une espèce de grosse adrénaline quand je joue au poker et que j'attends ma carte, ou que quand je fais un pari sportif et que je regarde la course et que mon cheval passe la ligne d'arrivée. Donc tout ça permet un niveau élevé de stimulation qui va être recherché par le joueur. Autre question importante, et je sais que vous la posez, comment on passe de j'aime bien jouer à j'ai un problème avec le jeu? Alors pour répondre à cette question, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de Marc, dont j'ai modifié le prénom. Donc Marc a 25 ans et il travaille, et il se rend après le travail avec des collègues qui lui proposent un jour d'aller boire un verre après le travail. Et donc, dans le bar où ils vont, il y a une offre de jeu ou des courses. On lui propose de parier sur les courses. Donc, ses collègues lui disent « Tiens, essaye, tu vas voir, c'est amusant. » Donc, effectivement, il essaye. Et puis là, hop, avec sa petite mise, donc il mise une toute petite somme, 1 ou 2 euros. Et avec sa petite mise, il gagne une somme moyenne, une cinquantaine d'euros. Il se dit « Tiens, c'est sympa. » C'est plutôt amusant. C'est vrai que non seulement c'est amusant, mais en plus, ça rapporte un petit peu. Et donc, petit à petit, il va se mettre à aller de temps en temps avec les collègues, après le travail, boire un petit café après le travail, et puis jouer. Et puis, il va se rendre compte qu'il gagne assez souvent. Et puis, quelques temps après, il va faire un gros gain. Il va gagner plusieurs milliers d'euros. Donc là, vous vous rendez compte, plusieurs milliers d'euros dans notre vie quotidienne, ça change un peu le quotidien, ça ouvre plein de possibilités. Ça ouvre aussi plein d'espoir, et finalement, ça motive à retourner jouer. On se dit, j'ai gagné une fois, pourquoi je regagnerais pas? Donc ça met un petit peu de piment dans le quotidien aussi, au-delà de l'aspect financier finalement. Donc progressivement, Marc va commencer à aller de plus souvent jouer dans l'espoir de retrouver cette sensation, parce qu'il n'y a pas juste l'attrait financier, il y a aussi ce qu'on ressent quand on gagne, qui est relativement indescriptible, dit-il. Donc, progressivement, il va aller jouer de plus en plus souvent. Donc, à ce moment-là, Marc est dans une espèce de lune de miel avec le jeu. Et cette phase, c'est celle que Custer appelle la phase de gain. Vous vous en doutez, malheureusement, cette phase de gain ne peut pas durer. Et elle s'ensuit de ce que Custer va appeler la phase de perte. Donc, pour Marc, il va toujours avoir le souvenir de ce gain et donc aller rejouer de plus en plus fréquemment. Et il se rend compte qu'il perd. Et quand il gagnait, il avait développé des croyances, comme je vous disais tout à l'heure, des croyances irrationnelles qui l'amenaient à penser que finalement il était bon, qu'il avait un bon feeling avec les courses de chevaux, qu'il était capable de gagner, et puis que les courses de chevaux, c'était aussi un moyen facile et ludique de gagner un petit peu d'argent, d'arrondir les fins de mois, voire même de devenir riche. Donc,
dans un second temps, je vous le disais, il va commencer à perdre, à accumuler les pertes et à jouer des montants de plus en plus importants avec l'idée de se refaire. Là, il va se dire, bon, hier, j'ai perdu peut-être 50 €. Là, il va falloir que je mise un petit peu plus si je veux les récupérer, ces 50 €. Donc, il va se mettre à accumuler les pertes. Et à ce moment-là, ses croyances, c'est l'idée d'être bon, l'idée d'avoir une certaine maîtrise sur le jeu, vont être un peu mises en échec et remplacées par cette idée qu'il faut qu'il se refasse. Il faut qu'il se refasse et donc il va continuer, miser de plus en plus. Et parallèlement à ça, le jeu va prendre une place vraiment de plus en plus importante dans sa vie. Donc il va commencer à rentrer de plus en plus tard, à se disputer avec sa compagne, qui finira par le quitter parce qu'elle en aura assez, non seulement de voir qu'il passe tout son temps au jeu, mais aussi qu'il dépense de plus en plus d'argent et en piquant un peu dans l'argent du ménage. Les copains qu'il avait l'habitude de voir vont aussi finalement s'éloigner un petit peu, puisque Marc est complètement obnubilé par le jeu. Il ne parle plus que de courses, il ne parle plus que de pronostics, de paris, de gains, de pertes. Donc ça finit par les ennuyer un petit peu. Et puis ça va aller aussi assez mal au travail, puisqu'il va s'absenter assez régulièrement de son travail pour aller placer des paris, voir des courses, etc. Donc là, on se rend compte que le jeu empiète de plus en plus sur sa vie et ça prend un certain nombre d'années, ces étapes que je vous ai décrites, jusqu'à arriver à peu près à l'âge de 34-35 ans, où il entre dans ce qu'on appelle la phase de désespoir, qui, comme son nom l'indique, n'est pas une phase très marrante. Et donc là, les pertes sont devenues très importantes. Il y a souvent un certain nombre de dettes qui se sont accumulées, voire même un surendettement. Et là, Marc se retrouve complètement isolé puisque sa petite amie l'a quitté. Il n'a plus vraiment d'amis proches puisqu'ils se sont tous progressivement éloignés. Plus de travail, donc plus de moyens d'avoir de l'argent. Et pourtant, toujours cette envie très forte de jouer, de recouvrer de l'argent pour payer des dettes. À ce moment-là, il envisage plein d'issues, toutes les issues. Alors Marc, qui n'est pas quelqu'un de violent, qui n'est absolument pas un délinquant d'habitude, se met à se demander s'il ne peut pas piquer de l'argent dans la caisse du patron ou voler des sacs à main dans la rue pour avoir de l'argent pour jouer. Voilà où il en est arrivé. Et à ce moment-là, l'humeur est très dépressive, il dort très mal, il mange très mal. Vraiment, sa vie entière tourne autour du jeu et autour de cette préoccupation des pertes et de la possibilité de retrouver de l'argent pour jouer. Et à ce moment-là, il peut envisager que 4 solutions. La fuite, s'en aller, recommencer ailleurs, le suicide, poussé au bout, l'incarcération suite à des délits ou l'appel à l'aide. Et c'est à ce moment-là qu'il pousse la porte d'un centre de soins et qu'il demande qu'on l'aide à se sortir de cette conduite de jeu. Voilà. Alors avant d'en arriver là, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on fait si on pense que soi-même ou un de ses proches peut rencontrer ou est à risque de rencontrer des difficultés avec le jeu? Déjà, première chose, ça paraît évident, ne pas hésiter à en parler. À en parler si ça vous concerne vous, en parler avec un proche, quelqu'un en qui vous avez confiance. Si ça concerne un de vos proches, lui en parler, sans tabou, sans non plus être dans le jugement ou dans l'agressivité, mais tout simplement aborder le sujet calmement et éventuellement proposer de rencontrer un professionnel de santé pour faire un point, pour voir un petit peu où on en est. Voilà. Alors donc n'oubliez pas, on est tous irrationnels. Ce qui nous sépare, joueurs occasionnels d'un joueur excessif, encore une fois, ce n'est pas quelque chose de qualitatif, c'est quelque chose de quantitatif. Donc on a tous les mêmes bases de fonctionnement. Donc on est tous un peu potentiellement vulnérables à ça et c'est notre rôle à tous d'être vigilants et de faire attention à nous-mêmes et à ceux qui nous entourent. Voilà. Merci de votre attention.